23 août 1944. Au fond de son bunker en Prusse orientale, Adolf Hitler décroche un téléphone et hurle dedans. Sa voix tremble de rage. La bave aux lèvres. La question qu'il pose deviendra l'une des plus tristement célèbres de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Brent, Paris brûle-t-il? À l'autre bout du fil, debout dans le luxueux hôtel Meurice, surplombant les jardins des Tuileries, se tient le général Dietrich von Choltitz, gouverneur militaire de Paris, soldat allemand loyal qui a servi le Reich fidèlement pendant des années. Un homme connu dans toute la Wehrmacht comme le destructeur de villes, pour sa démolition impitoyable des bastions ennemis. Hitler lui a donné des ordres explicites: démolir tous les ponts, détruire tous les monuments, placer des explosifs à Notre-Dame, au Louvre, à l'Arc de Triomphe, à la Tour Eiffel, transformer Paris en champ de ruines avant que les Alliés ne puissent s'en emparer. Et von Choltitz a 3 tonnes de dynamite prêtes dans la cathédrale Notre-Dame, 2 tonnes plantées aux Invalides, des charges posées sur tous les ponts majeurs de la Seine. Tout est en place. Un mot de lui, et la ville lumière devient un désert fumant. Mais alors qu'Hitler hurle sa question dans la ligne téléphonique, von Choltitz regarde par sa fenêtre. Il voit le dôme doré des Invalides étincelant sous le soleil de l'après-midi. Il voit des siècles d'architecture, de culture et de réalisations humaines étalés devant lui. Et à cet instant, ce soldat de carrière, ce destructeur de villes, ce serviteur loyal du Troisième Reich, prend une décision qui sauvera l'une des plus belles villes du monde. Il ment à Adolf Hitler. Pour comprendre pourquoi ce moment est si extraordinaire, vous devez comprendre qui était Dietrich von Choltitz. Ce n'était pas un nazi réticent qui s'opposait secrètement à Hitler depuis toujours. Ce n'était pas un homme ayant des scrupules moraux à suivre les ordres. Von Choltitz était un soldat professionnel, né dans une famille militaire prussienne en 1894. Il a combattu durant la Première Guerre mondiale en tant que jeune officier, gagnant décorations et promotions par son courage au feu. Quand le parti nazi est arrivé au pouvoir, von Choltitz ne l'a pas rejoint par ferveur idéologique. C'était un militaire de carrière et l'armée était sa vie. Mais cela ne l'a pas empêché de mener certaines des opérations les plus brutales de la Seconde Guerre mondiale. En juillet 1942, von Choltitz a commandé un régiment durant le siège de Sébastopol. La bataille fut un bain de sang. Sur ces 4800 hommes, seuls 347 ont survécu. Von Choltitz lui-même a été blessé, son bras pissant le sang. Mais il a refusé de quitter le champ de bataille. Il a poussé ses hommes en avant impitoyablement jusqu'à ce que la ville tombe. Quand l'Allemagne a commencé à perdre du terrain sur le front de l'Est, von Choltitz a mis en œuvre la politique de terre brûlée d'Hitler avec une efficacité dévastatrice. Alors que la Wehrmacht battait en retraite vers l'Ouest, von Choltitz s'est assuré que l'armée rouge ne trouve que cendres et décombres. Il a tout détruit. Maisons, usines, églises, ponts. Il a gagné son surnom honnêtement. Le destructeur de villes. C'était l'homme qu'Hitler a choisi pour être gouverneur militaire de Paris. L'obsession d'Hitler pour Paris était profonde. Durant la Première Guerre mondiale, il avait été l'un des millions de soldats allemands qui avaient échoué à prendre la ville. 2 millions de ses camarades sont morts dans les tranchées en essayant. La chute de Paris avait hanté toute une génération d'Allemands. Alors quand la Wehrmacht a finalement capturé Paris en juin 1940, Hitler était extatique. C'était son plus grand triomphe, sa revanche pour la Première Guerre mondiale. Et maintenant, 4 ans plus tard, avec les Alliés se rapprochant après le débarquement, Hitler faisait face à la perspective de perdre son trophée. Cette pensée le plongeait dans une frénésie. S'il ne pouvait pas avoir Paris, personne ne l'aurait. Le 7 août 1944, von Choltitz a été convoqué pour rencontrer Hitler à son quartier général. La rencontre fut brève et directe. Hitler a informé de von Choltitz qu'il était nommé gouverneur militaire de Paris. Sa mission était claire: préparer la ville à la destruction. Chaque pont, chaque monument, chaque bâtiment d'importance devait être miné. Si les Alliés approchaient, von Choltitz devait transformer Paris en gravat. Hitler avait déjà invoqué une ancienne loi allemande rendant les familles des soldats légalement responsables de leurs actes. Si von Choltitz échouait, s'il désobéissait, s'il montrait la moindre faiblesse, sa femme et ses 3 enfants seraient exécutés. Ce n'était pas une menace en l'air. Le complot du 20 juillet contre Hitler venait d'échouer, et le Führer avait réagi en exécutant non seulement les conspirateurs, mais leurs familles entières. Von Choltitz comprenait parfaitement obéir ou regarder sa famille mourir. Von Choltitz est arrivé à Paris le 9 août. La ville qu'il a trouvée était déjà dans le chaos. La résistance française gagnait en force depuis des mois. Le 15 août, la police parisienne s'est mise en grève. Le 19 août,
Un soulèvement à grande échelle avait éclaté, mené par des résistants communistes. Des barricades sont apparues dans les rues. Les véhicules allemands étaient pris en embuscade. Les communications étaient coupées. Von Stoltitz avait environ 20 000 soldats allemands à Paris, mais la plupart étaient du personnel de l'arrière, des employés de bureau, des administrateurs, des soldats qui avaient profité de 4 années d'occupation confortable. Ils étaient mous, indisciplinés et complètement impréparés à combattre une armée professionnelle. Pendant ce temps, la 3e armée du général Georges Patton et la 2e division blindée française du général Jacques-Philippe Leclerc fonçaient vers Paris. Von Stoltitz savait qu'il ne pouvait pas tenir la ville. Il n'avait pas assez de troupes, il n'avait pas de blindés, il n'avait pas de soutien aérien. Une défense militaire de Paris était impossible. Mais les ordres d'Hitler étaient explicites. Si tu ne peux pas la tenir, détruis-la. Le 23 août, Hitler a envoyé un câble qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Paris ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi autrement qu'en champ de ruines. L'ordre précisait que tous les ponts de la Seine devaient être démolis. Tous les monuments devaient être détruits. La ville entière devait devenir inhabitable. Von Stoltitz a lu l'ordre debout sur le balcon de son bureau à Hôtel Meurice. Devant lui, les jardins des Tuileries baignés dans le soleil d'été. À sa droite, la place de la Concorde. À sa gauche, le Louvre. 800 ans de civilisation humaine étalés devant lui. Il a montré l'ordre à son adjoint, le colonel Hans Ye. Ils sont restés ensemble en silence à regarder la ville. Finalement, G a parlé. L'ordre est insensé. Von Stoltitz a hoché la tête. Il a plié l'ordre et l'a mis dans sa poche. Et puis, il a fait quelque chose de remarquable. Il a passé un coup de fil à son ami le général de corps d'armée Hans Speidel, chef d'état-major au quartier général du maréchal Model. La conversation était codée, prudente. Ils savaient tous deux que les téléphones pouvaient être sur écoute. « Merci pour ce bel ordre », a dit von Stoltitz sarcastiquement. « L'ordre du champ de ruines. » Puis, parlant comme s'il l'appliquait, il a décrit ce qu'il avait soi-disant fait. 3 tonnes de dynamite à Notre-Dame, 2 tonnes aux Invalides, 1 tonne à la Chambre des députés. Il travaillait actuellement à démolir l'Arc de Triomphe pour améliorer la visibilité de l'artillerie. Il y a eu un long silence sur la ligne. Speidel a finalement compris. Von Stoltitz ne rapportait pas un succès. Il illustrait la folie de l'ordre. « Oh, général, nous vous sommes reconnaissants d'être à Paris », a répondu Speidel, prudemment. Les 2 hommes ont compris ce qui n'était pas dit. L'ordre était insensé. L'Allemagne avait déjà perdu la guerre. Détruire Paris n'accomplirait rien militairement. Ce serait simplement un acte de dépit, de haine, de barbarie, et aucun d'eux ne voulait ça sur sa conscience. Mais von Stoltitz était dans une position impossible. Sa famille était retenue en otage. Hitler exigeait des mises à jour quotidiennes, et il y avait des officiers SS à Paris qui seraient ravis de rapporter tout signe de désobéissance. Von Stoltitz avait besoin d'aide. Il l'a trouvé dans une source improbable. Raoul Nordling, le consul général de Suède à Paris. La Suède était neutre, ce qui donnait à Nordling une liberté unique de circuler entre les occupants allemands et la résistance française. Nordling avait travaillé à négocier des trêves pour éviter les effusions de sang inutiles et protéger les civils. Lui et von Stoltitz avaient développé une relation de travail prudente. Le 23 août, le jour même où Hitler a envoyé son ordre de destruction, Nordling est venu au bureau de von Stoltitz. Ils ont parlé pendant des heures. Von Stoltitz lui a montré l'ordre d'Hitler. Il a expliqué sa situation impossible. S'il obéissait, il détruirait l'une des plus grandes villes du monde. S'il désobéissait, sa famille serait exécutée. Nordling a fait une suggestion. Contacter directement les Alliés. Négocier une reddition rapide avant qu'Hitler ne puisse intervenir. Si les Alliés entraient dans Paris assez rapidement, il n'y aurait pas de temps pour exécuter l'ordre de destruction. Von Stoltitz s'est saisi de cette idée. Il a envoyé le frère de Nordling, Rolf, à travers les lignes pour contacter le commandement allié. Le message était simple. La garnison allemande de Paris était prête à se rendre sans combattre, mais les Alliés devaient agir vite. Les Alliés, cependant, avaient d'autres plans. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême allié, avait décidé de contourner Paris. La ville n'avait aucune valeur stratégique. La capturer nécessiterait de détourner troupes et ravitaillements vers l'avance principale vers l'Allemagne. Pire, libérer Paris signifierait nourrir 2 millions de civils français, à un moment où les lignes d'approvisionnement alliées étaient déjà tendues au maximum. Eisenhower voulait laisser Paris pour plus tard. Mais Charles de Gaulle, leader de la France libre, refusait d'accepter cela.
Paris était le cœur de la France. Laisser la ville sous occupation allemande pendant que les armées alliées passaient outre était politiquement et symboliquement inacceptable. Plus urgente encore, De Gaulle craignait que si la résistance communiste libérait Paris par elle-même, la France pourrait l'immerger de la guerre sous contrôle communiste. De Gaulle avait besoin que des troupes françaises régulières libèrent Paris, pas des partisans communistes. Il a fait pression sur Eisenhower sans relâche. Finalement, Eisenhower a cédé. Le 24 août, il a ordonné à la 2e division blindée française d'avancer sur Paris. Pendant ce temps, von Choltitz temporisait. Chaque jour, Hitler exigeait des mises à jour. Chaque jour, von Choltitz inventait des excuses. Il avait besoin de plus de temps pour positionner correctement les démolitions. Les ingénieurs interféraient avec ses approvisionnements. Il gagnait du temps, espérant que les Alliés arriveraient avant qu'Hitler perde patience. À l'intérieur de Paris, la situation se détériorait rapidement. Le soulèvement s'était propagé dans toute la ville. Les résistants contrôlaient des quartiers entiers. Les troupes allemandes étaient bloquées dans des points d'appui, incapables de se déplacer librement. La garnison de von Choltitz s'effondrait. Le 24 août, les premiers chars alliés ont atteint la périphérie de Paris. Le lendemain matin, 25 août, la division de Leclerc est entrée en force dans la ville. La population française a explosé de joie. Les résistants sont sortis de l'ombre pour rejoindre les troupes régulières. Les soldats allemands, voyant que la situation était désespérée, ont commencé à se rendre en masse. Von Choltitz était dans son bureau quand un lieutenant français nommé Henri Karcher a fait irruption. « Je suis le lieutenant Henri Karcher, de l'armée du général de Gaulle », a annoncé le jeune officier. Von Choltitz s'est levé de son bureau, il a regardé autour de son bureau une dernière fois, puis il a parlé calmement. « Général von Choltitz, commandant du Gros Paris, vous êtes mon prisonnier. » C'était fini. Paris était tombé, et elle était complètement intacte. Pas un seul pont n'avait été démoli, pas un monument détruit. Les explosifs plantés dans toute la ville n'ont jamais été détonés. Von Choltitz avait désobéi à un ordre direct d'Adolf Hitler. Et ce faisant, il avait sauvé l'une des plus belles villes du monde. De retour en Prusse orientale, Hitler était apoplectique. Il exigeait de savoir pourquoi Paris ne brûlait pas. Son état-major n'avait aucune réponse. Von Choltitz était injoignable. La ville était tombée avant que la destruction ne puisse être menée. Hitler ne pouvait rien faire. Sa vengeance contre Paris, son dernier acte de dépit, avait été contrecarré par l'un de ses propres généraux. La décision de von Choltitz de désobéir à l'ordre d'Hitler soulève des questions profondes. Pourquoi l'a-t-il fait ? Selon von Choltitz lui-même, dans ses mémoires d'après-guerre, il avait 3 raisons. D'abord, il a reconnu qu'Hitler était fou. L'ordre de détruire Paris n'avait aucun but militaire. L'Allemagne avait déjà perdu la guerre. Détruire Paris n'accomplirait rien d'autre que cimenter la réputation de barbarie de l'Allemagne. Deuxièmement, von Choltitz affirmait avoir développé une affection pour Paris. Sa beauté, ses histoires, sa culture l'ont touché d'une manière que d'autres villes n'avaient pas fait. Il ne pouvait se résoudre à détruire quelque chose de si magnifique. Troisièmement, et peut-être le plus important, von Choltitz a réalisé qu'il n'avait pas les moyens militaires d'exécuter l'ordre d'Hitler, même s'il le voulait. Sa garnison était trop petite, trop mal équipée et trop démoralisée. La résistance contrôlait de grandes parties de la ville. Les armées alliées étaient à quelques heures. Même s'il donnait l'ordre de faire détonner les explosifs, ses propres troupes pourraient refuser d'obéir. Mais il existe une autre interprétation des événements, moins héroïque, moins romantique, plus cynique. Certains historiens soutiennent que von Choltitz n'a jamais sauvé Paris. Du tout. Ils soulignent qu'il n'a jamais eu la capacité militaire de défendre ou de détruire la ville. La résistance avait déjà brisé le contrôle allemand. Les armées alliées étaient submergées sa position. Von Choltitz faisait simplement au mieux d'une situation impossible, en se rendant rapidement et en évitant les effusions de sang inutiles. Selon cette interprétation, von Choltitz a inventé l'histoire de sa défiance envers Hitler pour réhabiliter sa réputation après la guerre. Il voulait être connu comme l'homme qui a sauvé Paris,
pas comme un autre général nazi qui a commis des crimes de guerre sur le front Est. Il existe des preuves soutenant la vision cynique. Des enregistrements secrets faits de von Koltitz et d'autres officiers allemands alors qu'ils étaient prisonniers de guerre révèlent qu'il était au courant d'exécutions massives de juifs dans des zones sous son commandement. Il a peut-être même participé à ces atrocités. Il n'a jamais été un nazi réticent. C'était un soldat de carrière qui suivait les ordres, même brutaux, tout au long de la guerre. Alors, quelle interprétation est correcte? Von Koltitz a-t-il héroïquement défié Hitler pour sauver Paris? Ou s'est-il simplement rendu quand la reddition était inévitable, puis s'est-il attribué le mérite d'avoir sauvé la ville? La vérité, comme d'habitude, se situe probablement entre les deux. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. Von Koltitz avait la capacité de causer des dommages significatifs à Paris, s'il l'avait choisi. Les explosifs étaient en place, ses ingénieurs étaient prêts. Même s'il n'aurait pas pu détruire la ville entière, il aurait pu démolir les ponts et monuments majeurs. Il a choisi de ne pas le faire. Que ce choix ait été motivé par une conviction morale, un calcul pragmatique ou simplement la lassitude de la guerre, le résultat était le même. Paris a survécu. Mais la décision de von Koltitz a eu un coût. Après la guerre, il a été détenu prisonnier par les Alliés pendant 3 ans. D'abord à Trent Park, à Londres, une installation pour officiers allemands du Haut, puis au camp Clinton, dans le Mississippi. Il n'a pas été inculpé de crimes de guerre, mais il est resté sous suspicion. Sa réputation était compliquée. Pour certains, il était le sauveur de Paris. Pour d'autres, il n'était qu'un autre officier nazi qui avait eu de la chance. Quand von Koltitz est mort en novembre 1966, ses funérailles ont été suivies par des officiers militaires français qui lui ont attribué le mérite d'avoir sauvé leur capitale. Son fils a maintenu que son père méritait d'être reconnu pour son courage à défier Hitler. Mais la France officielle n'a jamais pleinement embrassé ce récit. La résistance avait joué un rôle crucial dans la libération de Paris, et le gouvernement ne voulait pas diminuer leur accomplissement en créditant un général allemand. L'histoire de la libération de Paris est devenue le sujet de films, de livres et de débats sans fin. Le film de 1966, Paris brûle-t-il, dramatisait les événements avec Gerd Fröge qui jouait von Koltitz. Le titre venait de la fameuse question d'Hitler. Un film franco-allemand de 2014, intitulé « Diplomatie », s'est concentré sur les négociations entre von Choltitz et Raoul Nordling. Les deux films dépeignaient von Choltitz avec sympathie, comme un homme pris entre devoir et conscience, qui a finalement choisi la conscience. Mais les historiens restent divisés. Certains le voient comme un héros qui a sauvé Paris. D'autres le voient comme un criminel de guerre qui a simplement inventé une histoire commode pour réhabiliter son image. La vérité sur les motivations de von Choltitz ne sera peut-être jamais pleinement connue. Ce que nous savons, c'est que Paris a survécu à la Seconde Guerre mondiale largement intacte. Alors que Londres et Berlin ont été réduites en décombres par des années de bombardements, Paris a émergé, avec ses monuments, ses ponts, son architecture préservée. Si von Choltitz mérite le crédit de cette préservation, c'est discutable. Mais sa décision de ne pas exécuter l'ordre de destruction d'Hitler, quelle qu'en soit la motivation, a joué un rôle dans la préservation de l'une des plus grandes îles du monde pour les générations futures.